4 février 2018. L'Atlético de Madrid mène contre Valence et il reste une poignée de minutes à jouer. Antoine Griezmann hérite du ballon. La contre-attaque est ainsi lancée. Les supporters colchoneros imaginent déjà le but qui peut émaner de cette rupture. Mais, soudain, le Français s'arrête. Il demande du calme, du contrôle. Rien ne sert d'hypothéquer ses chances de victoire en cédant à la tentation d'un but additionnel, pas garanti qui plus est. Incrédule, le Wanda Metropolitano est traversé par des salves de sifflets. Ce soir-là, c'est un soir de désaccord. Le petit prince, comme on l'appelle en Espagne, s'énerve, s'en prend à son propre stade qui ne comprend pas son football. Ce soir-là, c'est le soir d'une rencontre d'infortune. Une rencontre entre le jeu posé, le sang-froid, le côté cérébral que symbolise le numéro 7 rojiblanco et la passion d'un public habitué à voir son équipe se ruer de l'avant, telle une brute imperturbable. Lentement, l'Atlético a entamé sa mue. Une mue nécessaire. Mais pour devenir qui? Et le devenir comment? Au juste. Salut à tous, merci de nous accorder un peu de temps aujourd'hui pour ce podcast spécial Atlético Madrid. On va un peu décortiquer le jeu de l'Atlético Madrid cette saison et aujourd'hui je suis avec Pablo. Bonjour à tous, c'est une première pour moi. Je suis très content de traiter l'Atlético en profondeur avec Elias aujourd'hui. Si jamais sur Twitter, Pablo c'est @PabloSanch19 en hommage à Fernando Torres, à Diego Costa, à Kiko Narvaez, un grand connaisseur de l'Atlético, Pablo. Aujourd'hui donc on va se pencher sur cet Atlético Madrid parce que cet Atlético Madrid dans le jeu il est un peu interpellant on va dire. Alors oui, donc quand on parle d'Atlético Madrid, on a toujours cette idée d'une équipe de deux lignes très disciplinée et qui joue le contre. C'est un peu le cliché qu'on a et c'est une tactique qui a marché justement en 2014 qu'on a gagné le titre. Alors maintenant, il y a clairement un besoin de renouveau, de renouveler le style de l'Atlético. Déjà, en parlant de la saison passée qui était un peu catastrophique, surtout en Champions League avec cet échec énorme, surtout contre l'équipe de Karabag, où l'Atlético était vraiment pas du tout compétitif. Et aussi pour regarder dans le futur, l'Atlético vise clairement la Ligue des Champions cette année. Donc on veut changer, on veut évoluer vers quelque chose d'autre. Et je pense que l'Atlético a les joueurs surtout cette année pour changer. S'il y a un joueur qui symbolisait ce changement, est-ce qu'on pourrait dire que c'est Antoine Griezmann, un joueur qui est passé d'ailier, il a beaucoup travaillé avec Simeone, mais ensuite c'était un deuxième attaquant, et puis maintenant on a l'impression que c'est un numéro 10 très très présent entre les lignes. Est-ce que c'est un peu lui qui symbolise cette envie de changer à l'Atlético Madrid? Alors c'est lui surtout qui donne l'impulsion, je pense, comme ça a été dit dans l'introduction, c'est un peu lui qui a montré qu'il y a un changement de style qui peut être fait et qui a envie d'être fait par certains joueurs dont lui, et oui aussi par sa transformation, son déplacement vers le centre qui a été assez intéressant de la part de Simeone. Après il y a aussi l'arrivée de Rodri qui change tout. Griezmann au centre de tout, c'est notre premier thème. Antoine Griezmann, c'est un peu le centre de cet Atlético Madrid parce que c'est le seul joueur qui apporte du jeu entre les lignes. C'est sa grande qualité, c'est une qualité qu'il a développée ces dernières années et plus qu'apporter du jeu entre les lignes, c'est peut-être le seul qui apporte du jeu tout court. Ouais, c'est sûr que c'est un joueur il fait partie de ces joueurs qui ont un plus technique. J'ai pas envie de le comparer à Messi parce que Messi c'est vraiment énorme, mais c'est un peu notre Messi à l'Atlético. C'est celui qui apporte la différence, qui quand il touche la balle, les supporters sont un peu il donne une espèce d'espérance aux supporters. Et oui, comme tu as dit, c'est un joueur qui sait jouer entre les lignes, qui sait décrocher, qui va nous créer du jeu et qui, quand à la balle, va aussi créer du danger. On l'a vu ces dernières semaines plusieurs fois au stade, les deux Antoine Griezmann. C'est impressionnant la manière dont il arrive à se positionner, toujours dans les beaux coups en fait. On le voit pas, tout d'un coup il arrive, il touche un ballon entre les lignes, entre deux défenseurs, entre deux lignes, c'est un peu le principe. Il est intraçable un peu. Les défenseurs ne savent pas trop quoi faire avec lui et ensuite il décale des joueurs sur le côté. Donc c'est vraiment cette idée, comme tu as dit avant, on peut le comparer à Messi, pas dans l'essence du joueur qu'il est, mais plus dans sa fonction et dans ce qu'il peut apporter à l'équipe. Et c'est vraiment grâce à lui que cet Atlético Madrid il peut vivre en camp adverse. La saison passée, c'était encore plus le cas puisque Diego Costa n'était pas là, cet Atlético Madrid était un peu dépeuplé, on va dire. Antoine Griezmann redescendait même jusqu'au milieu, créer le jeu. Ouais, c'est clair, il a cette double capacité en fait, il a cette capacité à décrocher, à faire du jeu, à créer du jeu comme tu dis, mais il a aussi cette capacité à aller vite en contre. Et ça c'est très intéressant parce que
d'un côté, l'Atlético, comme j'avais dit, la philosophie de l'Atlético avec les deux lignes très disciplinées et le contre, il sait le faire. Et maintenant, dans l'évolution, dans un nouveau style de jeu beaucoup plus positionnel, on aura besoin justement d'un créateur. Griezmann sait aussi le faire. On n'aura pas besoin d'aller chercher un autre joueur qui doit apprendre à le faire. Avec Griezmann, il y a un peu le même dilemme qu'il y a avec Messi pour son entraîneur. Encore une fois, la comparaison vaut ce qu'elle vaut. Vous nous avez compris. Mais c'est que plus on le rapproche du centre du jeu, plus on le rapproche du cœur du jeu, plus il va créer, plus il va être utile à l'équipe. Mais plus on le rapproche de la surface, plus il va être décisif. C'est un joueur qui a des pieds magnifiques, c'est un joueur qui marque beaucoup. Du coup, Simeone est un peu dans ce dilemme-là. Et si Antoine Griezmann a autant développé ce jeu-là et l'équipe se centre autour de ce joueur-là tant, c'est parce qu'il y a un besoin de créateur à l'Atlético. Il y a besoin d'Antoine Griezmann. Ouais, alors cette transformation de Griezmann, comme tu disais, de l'aile à l'axe, elle s'explique justement par un manque de créateurs depuis énormément d'années à l'Atlético. On avait des joueurs comme Forlán, Agüero, qui n'étaient pas forcément les plus créatifs, qui étaient excellents dans la finition. Mais on n'avait pas encore une fois, j'ai envie de comparer à Messi, mais c'est horrible de comparer un joueur à Messi, il est incomparable. Mais on n'avait pas un joueur vraiment qui pouvait décrocher au milieu. Donc, après, on jouait avec des joueurs comme Raúl Garcia, qui était excellent dans la... C'est ça, à l'époque, en fait, peut-être l'Atlético avait pas ces joueurs créatifs, mais n'avait pas autant besoin, parce que le style n'était pas exactement le même. Ouais. Exactement, ouais. Du coup, Antoine Griezmann a aidé l'équipe, s'est transformé en ce joueur créatif à mesure que l'Atlético a commencé à développer un peu plus de jeu dans le camp adverse. C'est une transformation très très intéressante à suivre. Mais le problème, c'est qu'Antoine Griezmann est seul, il n'y a pas vraiment d'alternative aux Français. Alors ça, c'est un énorme problème. Donc... au Barça, on parle souvent de Messi dependencia, c'est genre la dépendance de Messi. Quand il n'y a pas Messi, on a des problèmes à créer du jeu. À l'Atlético, c'est flagrant. Typiquement en coupe là contre Santander, qui est une division 3, il n'y avait pas Griezmann et c'était assez dramatique comme l'Atlético n'arrivait pas à créer du jeu contre une 3e division espagnole. Donc cette dépendance de Griezmann, c'est un problème, surtout si on s'oriente vers une attaque positionnelle. On ne peut pas dépendre que d'un joueur. Oui, Antoine Griezmann, quand il est là, en fait, c'est celui qui va faire le lien entre le milieu, l'attaque, qui va proposer ce jeu entre les lignes, comme on a dit avant. En fait, quand il n'est pas là, on a une équipe qui a des joueurs qui peuvent attaquer, qui sont très très bons dans ce qu'ils font, mais qui n'ont pas vraiment ce profil pour lier les lignes entre elles, pour lier les joueurs entre eux. On parle en football des fois les entraîneurs parlent de structure méso, c'est-à-dire cette idée qu'il y a deux lignes qui sont liées entre elles. On peut travailler ça. Et Antoine Griezmann, c'est vraiment ce qu'il va faire, ce qu'il va produire. Et quand il n'est pas là, on a une équipe qui est moins cohérente, on va dire, j'ai l'impression. Ouais, clairement. On perd de l'identité quand il y a pas Griezmann, pardon, et on perd tout ce qu'il peut apporter. Enfin, ça paraît assez hallucinant pour une équipe qui joue la Champions, qui joue le haut de tableau de Liga, de dépendre autant d'un joueur, alors qu'on se dit normalement il y a un effectif qui est assez complet, qui est assez rempli, qui peut être assez intéressant, mais c'est vraiment le cas. On a vraiment une dépendance de Griezmann. Si on fait un petit schéma, Griezmann n'est pas là, Rodri est dans le rond central, il la transmet à un meilleur relayeur, Thomas ou Saúl, et ensuite c'est souvent une passe vers Correa, l'ailier, ou alors on essaie de trouver le buteur avec du jeu plus direct, mais derrière on ne sait pas trop ce qui se passe parce que encore une fois, pour faire ce jeu entre les lignes, pour créer du jeu intérieur, on n'a pas vraiment les joueurs pour à l'Atlético. Ouais, on compte un peu sur l'instinct, on compte pas vraiment sur quelque chose de réfléchi, quelque chose de travaillé, on compte un peu sur ce qui va arriver vraiment dans des associations un peu à court terme, j'ai envie de dire, pas des associations vraiment travaillées, des associations un peu instinctives sur le moment, des 1-2 qui peuvent... Il n'y a pas vraiment un circuit de passe bien défini, et donc ça se sent évidemment quand il n'y a pas Griezmann, et on joue un peu sur la vitesse, sur la Correa qui peut être... là, je pense que Correa, il a fait une énorme progression par rapport à la saison passée. Je l'avais vu au stade contre le Deportivo et ça m'avait paru, mais un joueur extrêmement brouillon, il faisait à chaque fois le mauvais choix, j'avais l'impression. Mais là, vraiment, il s'est amélioré et il arrive à peu près à réfléchir un peu plus comment s'associer. Mais c'est pas vraiment un truc qui a été travaillé. En tout cas... Je sais pas parce que je suis pas dans le vestiaire Atlético, mais j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui a été travaillé énormément. Alors, on n'a pas cette impression-là. En fait, quand Griezmann n'est pas là ou quand on n'arrive pas à le trouver, on a une équipe assez unidimensionnelle. Donc, il va aller vers l'avant parce qu'elle a les joueurs pour. Elle a des joueurs qui se déplacent très très bien vers l'avant. Ça, c'est une grande force qu'elle a. Mais dès qu'il faut se planter en camp adverse et créer du jeu, et ben là, on n'y arrive plus. Ouais, exactement. En fait, Antoine Griezmann, c'est l'élément qui fait que cette équipe a progressé, qui fait que cette équipe peut espérer jouer en camp adverse et qui fait que cette équipe, elle a, un avenir dans cette filière de jeu. À Barcelone, on parle de Messi dépendance.
À l'Atlético, on parle de Griezmann dépendance, vous l'aurez compris, mais Griezmann, c'est pas Messi, il n'a pas cette capacité à créer autant de buts, en fait, à débloquer autant de matchs, parce qu'il y a un seul joueur au monde qui arrive à faire ça. Est-ce que, dans le futur, on peut envisager une transformation de Lemar? Lemar, c'est ce joueur qui est arrivé à l'Atlético, on s'est dit, ah, c'est pas un ailier traditionnel pour jouer la contre-attaque. Il a ses qualités, d'accord, mais c'est un joueur qui bouge très très bien entre les lignes, c'est sa grande force, on l'a vu dès le premier match qu'il a joué avec le maillot Colchonero, c'était à la Super Coupe d'Europe. Est-ce que Lemar, ça peut être ce joueur qui va décharger un peu Griezmann de toute cette animation offensive? Alors, j'ai l'impression aussi que Simeone cherche ça en le mettant à droite, quand il le met à droite en faux pied. Donc, Lemar reçoit souvent à droite, quand il est à droite, il est gaucher, Lemar, et il rentre à l'intérieur, et là, il va créer également du jeu. Donc vraiment, comme on l'a dit, quand il n'y a pas Griezmann, et même quand Griezmann est là, mais il n'est pas en forme, ça lui arrive aussi souvent, disons, j'ai envie de dire. Quand il est un petit peu moins en forme, on a besoin que quelqu'un prenne vraiment le relais pour créer du jeu entre les lignes, et c'est peut-être Lemar qui peut le faire. Quand il rentre à l'intérieur, parce qu'il a cette qualité également, il a un bon pied gauche, il a une qualité de passe, il a encore quelques aspects à améliorer, mais alors est-ce qu'une transformation est envisageable? J'ai envie de dire que j'espère que oui, mais je suis beaucoup moins convaincu par une transformation de Lemar que par la transformation qui avait été faite avec Griezmann. Pourquoi tu dirais? Alors, Griezmann, j'ai l'impression que Lemar aurait beaucoup plus de peine à s'associer au milieu de terrain en 10 que Griezmann, parce que Griezmann a plus de capacité à s'associer avec le milieu et l'attaque, alors que Lemar est beaucoup plus... il reçoit la balle, il regarde direct vers l'avant. Je pense qu'il sera beaucoup moins posé et il saura moins changer de côté si c'est bouché d'un côté, changer, faire le bon choix. Mais c'est une impression que j'ai et j'espère qu'il va me contredire dans les prochaines années. Ce qu'on est en train de voir quand ces deux-là sont associés sur le terrain, c'est que Griezmann, ça va rester le centre de gravité de l'équipe, mais Thomas Lemar, qui joue à droite ou à gauche, il y a une sorte de un petit foyer qui se crée autour de lui, une sorte de circuit où il y a des passes qui vont pouvoir être faites avec une bonne fréquence et ça décharge Griezmann. C'est peut-être plus académique, c'est peut-être moins osé, c'est peut-être un petit peu plus stéréotypé, on va dire, mais ça apporte déjà énormément à l'Atlético. Et on avait vu une chose très intéressante à Leganés, Gelson Martins, Thomas Lemar. C'est des joueurs qui doivent encore apprendre à se connaître, c'est des joueurs qui se marchent un peu dessus des fois, mais la simple présence de Thomas Lemar dans la zone de Gelson, ça permettait déjà des associations, ça permettait à l'Atlético d'avoir un jeu un petit peu plus aéré et un jeu un petit peu plus varié, on va dire, d'avoir en tout cas des zones de création distinctes sur le terrain, une à droite avec Griezmann, schématisons, et puis une à gauche avec Thomas Lemar, parce qu'il avait joué à gauche ce jour-là. Donc on va dire Antoine Griezmann, c'est le centre, c'est le tout, et Thomas Lemar, c'est un peu le bonus, on va dire. Ouais, mais je pense que c'est intéressant ce que tu dis parce que ça peut décharger Griezmann d'une responsabilité énorme. Et chez les supporters de l'Atlético qui peuvent être parfois très exigeants et parfois très injustes aussi, dès qu'il n'y a pas de création, on met toute la faute sur Griezmann et c'est un peu dur que Griezmann porte tout sur ses épaules. Donc ça serait intéressant qu'un deuxième joueur, comme tu dis, ait une zone de création aussi comme Lemar et qui puisse décharger de cette... déjà de l'Atlético, de cette Griezmann dépendance, mais aussi du poids sur les épaules sur Griezmann. Et puis Thomas Lemar, il a un côté très intéressant, c'est que ça reste comme un ailier, il a un côté un peu plus électrique que Griezmann, comme tu l'as dit, il va très vite vers l'avant, et puis il a du but en lui, il a un très bon pied aussi pour centrer, enfin ça va apporter beaucoup à l'Atlético. Ce qui va nous permettre de parler ensuite de notre deuxième thème, le milieu symbole de l'entre-deux-eaux, parce que parler des attaquants et des transformations, c'est très utile, c'est une belle perspective d'avenir, mais derrière, il ne faut pas non plus négliger le fait qu'il y a encore beaucoup de travail au milieu. Si j'avais l'option de jouer à côté de mon idole, j'essayerais d'apprendre de lui et de ses mouvements. Mon idole d'enfance était Zidane. Maintenant, j'apprends d'autres joueurs, plus de ma position comme Busquets ou Bruno Soriano. Ça, c'est les paroles de Rodri qu'il a données dans une interview. Ça nous permet de cerner un peu ce type de joueur. Busquets, Bruno Soriano, c'est vraiment des numéros 5, comme on les appelle en Espagne. Ces joueurs devant la défense, ces joueurs qui sont là pour donner la première passe, ces joueurs qui vont contrôler le rythme du match, et ces joueurs qui à l'Atlético étaient absents depuis que Thiago est parti et depuis que Augusto Fernandez s'est blessé gravement. Alors exactement, c'est des joueurs, je pense qu'un entraîneur rêve d'avoir dans son équipe, un entraîneur qui essaye de jouer d'un certain style, typiquement le Barça ou le Villarreal de Bruno Soriano. Alors j'allais dire, c'est un joueur qui peut jouer la sentinelle dans le style,
défensivement, il est toujours bien placé, il récupère beaucoup de ballons, mais qui a surtout cette capacité de ressortir proprement, de faire aussi une qualité technique hors du commun. Bon, après, il y a une espèce d'engouement, je pense, autour de Rodri cette année. Ça se passe dans les médias, ça se passe à l'Atlético, et faut voir s'il arrive à faire ça dans le long terme, mais je suis persuadé que oui, parce que c'est un joueur qui a une maturité, il doit avoir quoi, 22 ans? Il est très jeune, c'est un 96, Rodri. Ok, 22 ans. Génération 96. Rodri, c'est ce joueur-là, quand l'Atlético le recrute, on se dit, si ça, c'est pas pour essayer d'avoir le ballon au camp adverse, essayer de développer une attaque plus positionnelle, alors on comprend rien parce que c'est le joueur typiquement pour ça. Il a parlé d'avant de Busquets, de Bruno Soriano, c'est la relève naturelle de ces deux joueurs-là. Et Rodri, dans cet Atlético Madrid de contre-attaque, de jeu plus direct, ce serait assez incompréhensible. Donc Rodri, c'est le joueur qui permet à l'Atlético d'évoluer dans son style, et ça légitime aussi le changement parce qu'on peut se demander pourquoi changer après tout. Mais quand on recrute un joueur comme Rodri, c'est parce qu'on veut avoir une telle évolution. Rodri, depuis le début de la saison, il a joué beaucoup de matchs. Qu'est-ce qu'il apporte à cette équipe-là que les autres n'apportent pas? Alors, il apporte une sortie de balle propre, donc plus les dégagements un peu clichés, l'équipe qui balance sur les côtés. Et surtout que c'est quelque chose qui manque à l'Atlético parce que ces centraux sont pas les centraux les plus créatifs du monde non plus. Exactement. Godin est assez limité par rapport à la sortie de balle. On en avait parlé une fois, je crois que c'était toi qui me disais que c'était un des meilleurs dans la surface. Mm-hmm. Mais je suis d'accord avec toi, c'est un des meilleurs défenseurs dans la surface, voire je pense personnellement le meilleur défenseur dans la surface au niveau de l'interception quand il s'est coupé au bon moment et tout. Mais par contre pour la relance, c'est un peu il monte ses limites, et en plus il doit avoir 32 ans, et c'est pas un joueur qui va évoluer dans ce style. Donc voilà, je pense que c'était nécessaire d'avoir un Rodri devant qui se positionne toujours parfaitement par rapport aux défenseurs, et qui, je pense, qu'il les soulage énormément, qu'il les soulage d'une pression et qu'il les soulage de la responsabilité de ressortir la balle. On a vu un match incroyable de Rodri cette saison, c'était au Bernabéu, où il se plante en camp adverse, dans le camp du Real, au Bernabéu, et il commence à gérer le rythme, et il commence à donner la passe, il commence à orienter à droite, à gauche, toujours dans cette grande simplicité. Évidemment, ça fait penser à Busquets. Je pense qu'il a encore des progrès à faire, parce que sous pression, Busquets, c'est bien meilleur, mais Rodri, c'est ce joueur-là qui va permettre de gérer le rythme du match. Depuis le début de la saison, Rodri, on le voit, il est souvent dans le rond central. Si on regarde ses zones d'action, ses heatmaps, elles sont assez localisées. C'est un joueur donc très 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 positionnel, hein. Busquets, c'est un peu plus mobile que lui, parce que Busquets, surtout ces dernières années, il peut aller un peu plus vers l'avant parce qu'il a Rakitic dans son dos qui couvre, qui lui garde la position. Rodri, c'est pas le cas, donc Rodri reste dans le rond central. Mais devant Rodri, qu'est-ce qui se passe? On a plusieurs joueurs possibles, et là on va faire un petit aperçu, un petit panorama de ce qu'il peut y avoir autour de Rodri. Ces derniers temps, on voit Thomas à ses côtés. Alors oui, bon, c'est un peu Thomas Partey. Donc c'est un peu alors que déjà ça arrive parce que Koké se blesse. Donc c'est pas le premier choix, disons, c'est pas l'idée de mettre Thomas Rodri comme double pivot et double milieu. Double pivot. Allons-y comme ça. Donc c'est pas l'idée première. Alors est-ce que ça marche? Personnellement, Thomas, c'est un joueur que je suis depuis qu'il est à l'Atlético B, et que j'aime personnellement beaucoup, parce que j'ai vu son évolution. Il joue en 10 au début, et il a plus que Rodri une capacité à casser les lignes avec des passes très fortes, à ras du sol, très précises, et qui arrivent directement aux attaquants. Rodri, il est un peu plus posé, et il prend beaucoup moins de risques que Thomas. Thomas, il peut... Rodri, c'est la contrôle par la passe. Thomas, c'est le déséquilibre par la passe. Exactement, c'est exactement ça. Thomas, il peut te faire un match exceptionnel, et après, le match d'après, te faire 4 arrêts cardiaques. Non, mais c'est vrai, c'est un joueur qui peut prendre des risques, mais énormes. Il peut te faire un double contact en zone défensive, et tu comprends pas. Et il le réussit souvent, c'est ça le pire. Mais donc après, c'est pas le joueur Thomas le plus discipliné. L'année passée, encore moins. C'était assez catastrophique comme il se plaçait. Cette année, ça marche beaucoup mieux. Donc c'est assez complémentaire, parce que Rodri, justement, sait très bien se placer. Thomas a un peu plus de la peine. Donc pour ça, je pense qu'ils sont assez complémentaires. Après, c'est pas vraiment le premier choix, je pense. Et puis Thomas, on en parlait avant, c'est un peu le Paul Pogba de l'Atlético, ce joueur tellement désordonné, assez génial, tellement désordonné. C'est pas lui qui va donner de la continuité au jeu, c'est pas lui qui va donner du jeu entre les lignes, vraiment pas, de loin pas. C'est un joueur qui aime bien partir du rang central, conduire le ballon, fixer, tenter un dribble, tenter la passe. Ce week-end, il marque encore un but exceptionnel parce qu'il a un très bon shoot. Donc c'est ce joueur très désordonné là qui peut produire beaucoup offensivement, mais peut-être quand il y a un peu plus d'espace, ou peut-être quand il peut arriver balle au pied, lancer. Sinon, quand il faut essayer de construire une structure, c'est pas le joueur idoine pour ça. Saúl,
En comparaison, c'est pas non plus le joueur idoine pour construire la structure. On l'a vu, il y a l'Espagne qui a joué hier contre la Croatie, Saúl aligné en tant que relayeur, en tant qu'intérieur, incapable de se retourner, incapable de recevoir le ballon et incapable de donner cette continuité au jeu là, parce que Saúl c'est aussi un joueur, plus il est libre, plus il peut bouger, plus il peut arriver en deuxième rideau, plus il va pouvoir frapper, et ça va être sa filière de jeu. Autrement, c'est pas vraiment ce joueur qui peut produire offensivement de manière ordonnée, de manière continue, de manière cérébrale. Ouais, alors j'ai pas vu le match contre la Croatie, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec l'Espagne, Saúl a beaucoup plus de liberté. On l'a vu surtout contre l'Angleterre et contre le match aller de la Croatie, qui c'était 6-0, je crois. Donc, Saúl a beaucoup plus de liberté avec l'Espagne qu'avec l'Atlético, et ça, je pense, c'est très bénéfique pour lui. Après, Saúl joue beaucoup. Thomas a ce passé de numéro 10 qui lui fait faire plus de fantaisie. Saúl est un joueur qui, bon, le classique, tout le monde le dit, box to box, disons. Mais c'est ce joueur qui va aller chercher, qui va aller produire du danger devant, et qui a une capacité de frappe qui est pas assez, je trouve, utilisée à l'Atlético. Et c'est assez intéressant quand il le met à gauche, quand Simeone le met à gauche. On voit que là, personnellement, je le trouve meilleur à gauche qu'au centre. Alors, pas parce que c'est un joueur qui à gauche est plus libre et qui a moins besoin de rentrer dans les schémas de l'équipe, il peut un peu se placer au-dessus. Saúl, j'ai l'impression, pour moi en tout cas, c'est un peu le bonus, la cerise sur le gâteau qui arrive à la fin. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est à gauche, justement, c'est cette liberté qu'il a besoin, qui lui est offerte. Et c'est exactement ça. Quelque chose qui est très impressionnant avec Saúl, on a parlé de Griezmann avant, qui savait très bien sentir les coups. Griezmann, il sent les coups pour se mouvoir et donner de la continuité à l'action, faire vivre l'action encore un peu plus. Saúl, lui, c'est tout le contraire. Il a une capacité incroyable à être là au bon moment pour finir les actions, pour frapper. Et quand 3 fois dans une mi-temps, vous voyez Saúl en position de frapper, vous vous dites c'est pas possible, il a quelque chose d'exceptionnel. Et Simeone va pouvoir utiliser ça. Avec l'Espagne, on le voit aussi. Donc Saúl, c'est ce bonus, c'est ce joueur qui va pouvoir terminer les actions. Alors en revanche, pour créer du jeu, c'est pas ça non plus. Et vous comprenez un peu plus pourquoi on parle de Griezmann dépendance, pourquoi on parle d'incapacité à produire entre les lignes, parce que ni Saúl ni Thomas peuvent produire entre les lignes, peuvent faire vivre ce jeu en camp adverse de manière continue. C'est des joueurs un peu qui vont venir se greffer au fil de l'action et jouer un peu leur football sauce particulière, sauce personnelle. Du coup, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait? Coquet est blessé. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on aligne? Qu'est-ce que toi t'en penses? Qu'est-ce que t'aimerais comme milieu? C'est une question qu'on avait aussi, qu'un auditeur nous a posée. On le remercie d'ailleurs pour ça. Quel milieu de terrain pour l'Atlético? Alors, maintenant, Coquet devrait arriver pour le Barça, selon certains médias. Alors, maintenant, contre le Barça, je mettrais quand même Rodri, Thomas. Après, Saúl à droite et Lemar à gauche. Non, Saúl à gauche et Thomas à droite. On verra comment on joue. Je sais pas comment le dire, mais comment l'Atlético envisage le match. Exactement. Parce que on avait aussi ce point qui est que l'Atlético n'assume pas vraiment ce changement de style dans les gros matchs. On l'a vu contre le Dortmund. Voilà. Donc j'ai un peu peur qu'encore une fois Simeone se dise bon allez on va retourner à la bonne vieille recette du contre, et qu'il assume pas ce changement de style encore une fois dans les gros matchs. Donc alors personnellement je mettrais Rodri Thomas. Rodri Thomas pour toi. Moi je mettrais Rodri Thomas et Saúl, justement parce que contre le Barça l'Atlético va pas chercher à avoir le ballon, je pense, surtout avec ces lacunes là. Du coup il peut faire comme il a fait contre Dortmund, et si vous voulez avoir Rodri, Thomas et Saúl, ça va vous permettre d'avoir cette première passe de Rodri, et ensuite Saúl et Rodri qui vont voler vers l'avant, qui vont aller produire offensivement. Ça me paraît la solution la plus intéressante. Mais le problème, c'est qu'on parle d'un match, et le quotidien de l'Atlético, c'est la Liga, et là, en Liga, on a besoin de quelque chose de différent, et en fait, on a un peu l'impression que n'importe quel joueur aligné ne va pas pouvoir produire ce que l'Atlético aurait besoin. Encore inverse, c'est un peu le dilemme de l'Atlético, c'est un peu même le problème insoluble de l'Atlético ces temps. Ouais, c'est clair, et j'ai l'impression que Simeone va encore mettre des joueurs comme Saúl qui ont besoin de peu pour faire beaucoup, et qui va un peu compter sur ça. Et par contre, les exploits individuels. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et c'est ce que je disais, des associations un peu sur le moment et spontanées, et pas forcément travaillées. Et par contre, j'ai dit que Lemar pouvait jouer à droite. J'ai dit, mais je crois que Lemar est blessé, mais je suis pas sûr s'il arrive au match. Voilà, sur la durée, Lemar, on aimerait beaucoup le voir en tout cas. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on aligne à côté? Ça, c'est peut-être un peu moins important si Lemar arrive à développer ce jeu entre les lignes, cette associativité de tous les instants, parce que ça soulagera déjà beaucoup les deux relayeurs de ce papier-là.
Ensuite, on va parler des attaquants, c'est notre troisième thème. Les attaquants dans cette incorporation, dans cette animation offensive, comment est-ce qu'on les incorpore, comment est-ce qu'ils se débrouillent sans espace. Cebollas Rodriguez, Vitolo, Gelson, Diego Ribas, Cherchi, le flop Cherchi, Gaëtan, Arda Turan. Lemar. C'est une liste non exhaustive de tous les ailiers qu'a utilisé Simeone depuis qu'il arrive à l'Atlético. Les ailiers ont eu beaucoup de peine sous Simeone. Il y a un joueur qui s'en sort pas mal, c'est Ángel Correa. Alors ouais, je le mentionnais un peu dans un autre thème. Correa, c'est un joueur qui a réussi à... Enfin, il arrivait, tout le monde disait, c'est le nouveau Kun Agüero. On s'est vite rendu compte que... Ouais, alors que pas du tout, pas du tout. C'était un peu facile vu qu'il avait à peu près la même taille, il était argentin, mais bon, c'est un truc complètement tiré par les cheveux. Et il s'avérait que pas du tout. Et ceux qui le suivaient avant savaient déjà que pas du tout. Donc, c'est un joueur qui a eu franchement pas mal de temps de jeu pour un nouveau joueur au début. Donc, c'était assez surprenant. Mais... est-ce qu'il a vraiment réussi à s'installer au poste de titulaire sur le côté droit ou en tant qu'attaquant, parce qu'il joue souvent aussi comme deuxième attaquant? Pas vraiment, pas vraiment. C'est un joueur qui a du temps de jeu, mais qui est pas vraiment. Enfin, il est un peu entre deux eaux. C'est pas très clair ce qu'il veut faire avec lui, Cholo Simeone. Et pourtant, Simeone, il lui maintient sa confiance. Et pourquoi il lui maintient sa confiance? Ma lecture, c'est que c'est un joueur qui produit beaucoup quand même. C'est un joueur qui a cette capacité à partir du côté, c'est vrai, à jouer aussi dans l'axe. Il a progressé dans le jeu au cœur du terrain. C'est un joueur qui se situe beaucoup dans le coin de la surface, il aime beaucoup ça. Le coin de la surface droit, il aime beaucoup ça. Et puis il produit beaucoup, ce qui n'est pas vraiment le cas de tous les autres ailiers de l'Atlético. C'est peut-être comme ça qu'il sauve sa place, non? Ouais, il crée beaucoup, il ose. C'est un joueur qui n'a pas vraiment de complexe pour ça, même si ça crée aussi un peu de frustration chez les supporters quand il ose trop et il fait pas la passe qu'il faut. Donc c'est un joueur qui... Par contre, qui a vraiment besoin d'avoir une référence devant, il peut pas jouer en pointe tout seul, ça c'est hors de question. Il a besoin d'avoir un Costa, ou des fois il est associé avec Griezmann, mais même je pense qu'il a quand même besoin d'un joueur comme Costa qui fait de la place. Donc on a parlé avant de cette structure collective que l'Atlético doit mettre en place, mais Correa il va jamais vraiment rentrer dans cette structure par son jeu. Alors est-ce que des joueurs comme Gelson, qui sont un peu dans le même cas, est-ce que des joueurs comme Vitolo, ils peuvent s'inspirer de Correa? Dans le sens, on a des coéquipiers qui vont jouer à quelque chose, nous en tant qu'ailier, avec notre jeu, on va jouer à quelque chose d'autre, mais on va produire beaucoup, on va produire quelque chose de différent, mais qui va profiter à toute l'équipe. On va jouer notre jeu, mais ça va profiter à toute l'équipe, et on peut le faire, parce que derrière, il y a une structure collective cohérente. Alors, Gelson, oui. Mais pas Vitolo. Alors, pas Vitolo. Gelson, oui. Gelson, oui. Ça peut être... il peut prendre comme référence Correa, parce que déjà, c'est un joueur qui va vite, c'est un joueur qui dribble aussi, qui est un peu plus dans le style de Correa. Vitolo, je trouve, c'est un joueur, bon, déjà, il a 29 ans, il est déjà beaucoup plus confirmé que Correa, et il a quand même, les blessures l'ont pas aidé, mais il a quand même eu de la peine quand même à s'installer à Atlético, alors qu'il était quand même capitaine à Séville, indiscutable à Séville, adoré par les... Enfin, je m'avance, mais je pense qu'il était quand même très aimé par les supporters de Séville. Il était aimé par les supporters. Après, quand il est parti, évidemment plus. Ouais. Mais c'était un joueur qui était beaucoup plus confirmé et qui avait son style de jeu et qui, je pense, va avoir plus de peine à s'en détacher. Alors que Gelson est encore jeune et je pense qu'il peut encore se réinventer. Alors, ce que tu disais d'avoir un joueur un peu extraterrestre dans une attaque positionnelle, ça peut être intéressant parce qu'on sait que quand on va passer à ce joueur, ça va changer, ça va créer quelque chose. On a une référence, on sait que en allant dans sa zone, il va se passer quelque chose d'autre. Il va y avoir plus de rythme, il va y avoir plus de dribble. Mais alors, est-ce que c'est ça vraiment qu'a besoin l'Atlético pour se développer dans l'attaque positionnelle? Je suis pas vraiment sûr. Moi, je pense que oui. Alors, je pense que oui, mais je pense pas que ça doit être le point de départ. Je pense que ça doit être dans la suite de l'action. Il ne faut pas compter sur ça comme chose prioritaire. On voit par exemple un joueur qui symbolise un peu ça ces temps, c'est Dembélé, où il dribble beaucoup, il tente beaucoup, mais il le fait dans un timing mauvais, dans des zones mauvaises, avec des coéquipiers qui ne sont pas encore prêts autour pour assumer toutes ces pertes de balles. C'est Guardiola qui disait à Ronaldinho, tu peux perdre le ballon combien de fois tu veux, parce que derrière toi, il y aura une structure collective qui va rattraper tes coups. Et je pense que Correa, ça peut aider, et c'est un peu la voie à suivre pour moi. Parce que Correa, on l'a dit, la zone, c'est dans le half space droit, côté droit, half space droit. C'est sa zone-là, et derrière lui, il a Juan Frank qui peut rattraper ses coups, qui peut le couvrir. Donc Correa, il apporte ça. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que quand vous attaquez de manière positionnelle, vous avez besoin d'avoir de la largeur. Et la largeur, c'est soit les ailiers qui l'apportent, soit les latéraux.
Et à droite, je pense que Correa, il peut occuper cette largeur et aller provoquer parce qu'il va être dans des bonnes conditions. S'il perd le ballon là, comme on l'a dit, c'est pas très grave. Du coup, moi, je pense que ça peut être très utile. Alors, Correa, je le vois. Gelson, je sais pas encore. Gelson, sans espace. Non, mais Gelson, le problème de Gelson, c'est qu'il a pas la capacité de s'associer. Là, il est en train. C'est vrai, ouais. S'il n'a pas du tout la capacité de s'associer, il a un énorme problème aussi. Ça n'a pas forcément à voir avec de quoi on parle. C'est la frappe qu'il a. C'est un peu catastrophique pour un joueur professionnel. En fait, le ballon vient dans les pieds de Gelson et on ne sait pas trop comment il va ressortir. C'est exactement ça. Ouais, exactement. Ouais. Donc Gelson, on va dire à voir pour l'instant. On l'a testé en neuf cette saison. Ouais. Alors, je suis pas convaincu, mais honnêtement, je suis pas convaincu du tout par ce joueur en général. J'ai compris pourquoi on l'avait acheté. J'ai écrit un article d'ailleurs sur Furia Liga. J'ai compris pourquoi on l'avait acheté, mais je savais déjà que j'allais pas être convaincu, honnêtement. Donc déjà, après, je préfère 10 000 fois plus Vitolo, qui est... Oui. Vitolo, c'est un joueur plus d'équipe, j'ai l'impression. C'est un joueur qui va moins produire, qui s'inscrit mieux dans l'équipe parce qu'il a un jeu, on va dire, peut-être moins extravagant. Ouais. Et il a une zone très très définie dans laquelle il joue, c'est vraiment son côté. Donc, il peut apporter plus qu'il ne peut faire perdre à l'équipe de ballon. Ouais, c'est ça. C'est qu'après, c'est un joueur qui va t'amener de la stabilité, Vitolo. Pour un ailier, qui peut être un peu étonnant, mais c'est un joueur qui va t'amener de la stabilité. Qui va permettre à Felipe Luis de faire ce que Felipe Luis fait depuis toute sa vie, c'est-à-dire créer beaucoup tout seul, presque, sur son côté gauche, en fait. Et je pense avec Vitolo, Felipe Luis va pas avoir une espèce de concurrence au sein de l'équipe pour monter, alors qu'avec Gelson ou des joueurs un peu plus créatifs, c'est vrai que Felipe Luis peut peut-être se marcher dessus sur une zone avec Gelson. Enfin, ils peuvent se marcher dessus. Alors qu'avec Vitolo, je pense que beaucoup moins. Mais c'est un peu noir comme tableau, j'ai l'impression, parce que Vitolo, alors ça peut être cohérent, on l'a compris. Mais le problème, c'est qu'à gauche, on aimerait voir Thomas Lemar pour développer ce jeu qu'on a vu là. Ouais. Vitolo, c'est pas lui qui va vous développer du jeu, c'est plus lui qui va vous donner une stabilité au jeu, une structure plutôt qu'une création dans le jeu, en fait. Vitolo, pour moi, il maintient la structure, un peu comme Coquet d'ailleurs. Vitolo, on peut le voir, c'est cohérent, mais c'est pas lui qui va développer du jeu. Et les ailiers dont on a parlé avant, Gelson surtout, c'est pas lui qui va non plus faire passer un cap à cet Atlético dans le jeu. Donc pour l'instant, on en revient au problème de l'habitude, c'est que tant qu'on n'a pas quelque chose de cohérent au milieu, tout ce qui vient se greffer autour, c'est du provisoire, quoi. Ouais, mais alors pourquoi pas jouer avec un joueur beaucoup plus créatif sur un côté, un joueur beaucoup plus discipliné comme Vitolo, beaucoup moins qui fait moins de fioriture, enfin qui va pas te... Vitolo à gauche et Lemar à droite ou un Lemar à droite. Ouais. Pourquoi pas, c'est une idée. Après, c'est toujours dans cette idée de vers quoi on va et qu'est-ce qu'on cherche avec Exactement, ça. Ouais. Parce que si on fait jouer Lemar à droite et Vitolo à gauche, c'est plus faisable, mais ça veut dire qu'on a un double pivot Rodri et quelqu'un d'autre. Ça fait que ce double pivot là va être limité parce que Saúl et Thomas ils vont pas tout d'un coup se transformer en Iniesta et devenir des joueurs qui perdent très peu de ballons et qui créent beaucoup en perdant peu de ballons, quoi. Il y a un joueur qui a la peine, c'est aussi un attaquant, c'est Diego Costa. Qu'est-ce qui se passe avec Diego Costa? Alors, qu'est-ce qui se passe avec Diego Costa? Donc, il n'a pas marqué en Liga depuis le 20 février. Surréaliste, hein. Ça, c'est un truc de fou. Depuis le 20 février 2018. Alors, moi, j'ai une explication qui n'est pas forcément vraiment tactique dans les papiers et tout. Vraiment, le truc hyper réfléchi. C'est un truc un peu plus instinctif, un truc que je sens. C'est que le Diego Costa qu'on avait avant son départ à Chelsea, ça peut paraître bête, mais il était beaucoup plus combatif, que ce soit avec les défenseurs ou avec les arbitres. Il protestait tout le temps. Je pense que ça a agacé énormément de gens du monde du football et beaucoup de gens le détestent à cause de ça. Ce que tu es en train de dire, c'est qu'il s'est embourgeoisé. Il s'est embourgeoisé, c'est exactement ça. Après, c'est pas une explication hyper tactique et hyper rationnelle, mais je pense que là, ce que je sens, c'est que depuis qu'il est revenu à Atlético, il est beaucoup plus calme, beaucoup plus réfléchi, et c'est pas ce Diego Costa qu'on a besoin, je pense. C'est pas ce Diego Costa que j'aime. Et moi, j'ai besoin en tant que supporter de voir un Diego Costa qui se bat, qui insulte les arbitres, qui insulte les joueurs. C'est un peu horrible à dire, mais c'est vrai, parce que quand il est dans cette mentalité, il a une mentalité de tueur, il a une mentalité d'aller au duel, d'aller se battre, d'aller marquer, d'aller la mettre au fond d'une manière ou d'une autre. Et pour moi, ça me change tout. Bon, alors toi, tu as la lecture du supporter. Moi, je pense que j'ai la lecture, une autre lecture en tout cas. Je sais pas ce que tu en penses. Diego Costa, ça a toujours été un joueur qui a beaucoup brillé quand il avait des espaces à attaquer devant lui. Depuis que l'Atlético joue un peu plus en camp adverse, ces espaces ils se réduisent là et Diego Costa est moins à l'aise. On l'a vu typiquement à la Coupe du Monde où chaque fois qu'il joue avec l'Espagne, même de manière plus générale, il a progressé, mais il a de la difficulté dans les petits espaces. Et j'ai l'impression que les espaces qu'il a attaqués avec cet Atlético-là, depuis qu'il est revenu, c'est pas les mêmes espaces qu'il avait attaqué avec le Chelsea de Conte, c'est pas les mêmes espaces qu'il a pu attaquer avec l'Atlético version 1 de Simeone. Ouais.
Bon, déjà, avec l'Espagne, tout le monde, quand il a été sélectionné avec l'Espagne, tout le monde a dit, bon, c'est pas un joueur pour l'Espagne, c'est pas un joueur qui... Ça partait déjà mal, et puis maintenant, il se retrouve dans son propre club à devoir développer un style de jeu. C'est ça, c'est que c'était pas un joueur pour l'Espagne, mais c'était un joueur pour l'Atlético. Maintenant, est-ce que c'est un joueur pour l'Espagne? Je pense qu'il a pas forcément changé non plus dans son style de jeu. Voilà, comme tu dis, il a toujours besoin de ses espaces à attaquer. L'Espagne lui offre pas forcément ses espaces. Et maintenant, l'Atlético, si l'Atlético lui prive de ses espaces, est-ce qu'on va devoir sacrifier un Costa comme un autre joueur dont on parlera après peut-être plus bas? Moi je pense que la solution, en tout cas si on veut pas sacrifier Costa, ce qui me paraîtrait une aberration, c'est qu'il faut alimenter Costa. Mais Suarez il a un peu le même problème avec le Barça, c'est que peut-être il a plus autant cette capacité à se créer lui-même des espaces, à créer lui-même ses propres actions. Alors il faut quelque chose qui l'alimente, et si on arrive à trouver avec Lemar, avec Griezmann, avec des joueurs... pourquoi pas Koke ou Saúl à trouver Diego Costa, alors je pense qu'il va beaucoup mieux vivre. Là il est dans une situation un peu compromise où d'un côté Griezmann doit participer beaucoup mieux, du coup ça l'éloigne de Diego Costa, et d'un autre côté Diego Costa ne reçoit pas les meilleurs ballons du monde. En tout cas ça me paraît la solution, recréer quelque chose autour de Costa pour ce joueur qui est devenu moins autosuffisant, et peut-être qu'on obtiendra un meilleur Diego Costa. Mais du coup il jouerait beaucoup plus dos au but. Ça c'est sûr que oui. Et du coup, est-ce qu'on perdrait pas sa capacité justement à attaquer des espaces derrière la défense, à aller au duel? Oui, mais Diego Costa, dans ce style de jeu de l'Atlético Madrid, c'est pour moi évident qu'il va moins pouvoir attaquer des espaces, et qu'il va falloir créer quelque chose autour de lui où les deux parties vont devoir un peu se rétroalimenter. Costa jouera peut-être plus de haut but dans des espaces plus réduits, mais de l'autre côté, il va garder cette capacité pour se démarquer. Et s'il reçoit des bons ballons, on peut obtenir une sorte de mixte assez intéressant. On va parler maintenant de notre dernier thème du jour. Pourquoi l'Atlético ne tient plus ses 1-0? C'est une grande caractéristique de l'Atlético. C'est plus le cas. Qu'est-ce qui se passe avec les 1-0? Qu'est-ce qui se passe avec la défense de l'Atlético? C'est notre dernier thème. Une grande caractéristique de l'Atlético, c'était de tenir ses 1-0. On met le premier but, on repart dans notre camp, on défend avec la meilleure défense de surface qui existait à l'époque, notamment emmenée par Diego Godín, Jiménez, etc. Et puis à partir de là, on tenait, c'était très difficile de nous mettre un but. On gagnait le match comme ça, et puis désormais, c'est plus du tout le cas. On ne tient plus 1-0 quand on est un joueur de l'Atlético Madrid. Effectivement, d'ailleurs, cette tactique n'a pas vraiment plu aux amateurs du entre guillemets beau football. Tu m'étonnes. Mais c'est une tactique qui a marché, c'est une tactique qui nous a quand même permis de gagner le titre en 2014, mais même encore l'année passée, donc 25% des matchs gagnés par l'Atlético, environ 25%, c'était par le score de 1-0. Donc c'est pas une tactique qui a été abandonnée au fil des années. Est-ce que cette année on est en train de l'abandonner? En fait, je crois pas qu'on l'abandonne, mais elle marche moins. Parce qu'on a encore vu contre les Leganés, on gagne 1-0, on se met en coin adverse. On a vu ça tellement de fois cette saison en Liga, et l'Atlético concède des buts qui ne concédait plus. Toi, tu avais une lecture, tu disais, c'est peut-être parce qu'on a des joueurs comme Gabi, Thiago qui sont partis, et ces joueurs-là, ils garantissaient quelque chose que les joueurs actuels garantissent peut-être plus. Ils garantissaient une discipline au milieu. Les deux rideaux de fer de l'Atlético qui ont été si caractéristiques pendant plusieurs années. Gabi et Thiago étaient les joueurs parfaits, c'était des joueurs hyper disciplinés. Après, évidemment, mais c'était assez dramatique au niveau de la création. Thiago pouvait déjà un peu plus se rapprocher d'un Rodri, mais quand même à des années-lumière d'un Rodri, parce que c'était quand même entre les deux celui qui était... La contrepartie de ça, c'est qu'on perdait la création, mais on gagnait une discipline défensive. C'est exactement ça. Après, c'est les choix de Simeone. Simeone, il a assumé un style de jeu, faut l'accepter. Tous les entraîneurs ont une idée et ils mettent en place. Simeone, ça a marché, il a le mérite d'avoir fait ça. Mais il y a des coûts énormes au niveau de la création de jeu et de... Du coup, on avait ce déficit-là qu'on récupérait grâce à cette défense assez imperturbable. Je me souviens, il y avait une image très fréquente, c'était que vous avez les défenseurs dans la surface, les latéraux dans la surface, et puis Gabi et Thiago qui se situaient à l'entrée de la surface vers cette espèce d'arrondi-là, et puis ils prenaient tous les ballons qui passaient par là. Gabi est parti la saison, en fin de saison passée, donc on n'a plus Gabi, et ça peut être une explication au fait que l'Atlético tienne plus 1-0, encaisse autant de buts qu'il n'encaissait pas avant. Et puis moi, je me disais quand même autre chose. De la même manière qu'on parle de l'Atlético qui contre-attaquait, on peut parler de cet Atlético de la défense de fer, mais ça n'a plus vraiment de valeur explicative pour moi, parce que c'est un Atlético qui date il y a des années en arrière. On fait référence à un original qui date de plusieurs années en arrière. C'est un peu comme pour moi si on parlait
du Manchester United et du Fergie Time, alors que le Fergie Time, ça fait des années qu'il n'existe plus, parce que Ferguson, ça fait des années qu'il n'est plus là à United. L'Atlético a été tellement marquant dans l'impression visuelle qu'il nous a donné, dans les résultats, qu'on se raccroche toujours à ça, alors que c'est plus vraiment cet Atlético-là qu'on a en face de nos yeux au final. Mais d'ailleurs, quand on pense à l'Atlético, au jeu de l'Atlético des dernières années, on pense à ça. Mais après aussi, je pense que cette saison, il y a un problème au niveau de faire un 11 titulaire qui ait une continuité. Déjà, premièrement, à cause des blessures, on a eu énormément de blessures. Je sais pas ce qui se passe. Certains disent que c'est le terrain du Metropolitano, enfin l'herbe du Metropolitano, la pelouse, pardon. Ou alors la préparation de Ortega qui est trop dure. Mais bon, ça fait longtemps qu'elle est en place. Donc, est-ce que c'est ça? Alors déjà, ça a pas permis de mettre un 11 titulaire. Et je pense que si on n'a pas un 11 titulaire qui a de la continuité, c'est dur d'avoir une identité de jeu aussi sur la durée et que ça soit clair. D'avoir une sécurité, une confiance totale, parce que cette configuration-là, ça nécessite une confiance totale en vos capacités. Tenir à 1-0 pendant 45 minutes, mentalement, il faut être exceptionnel. Il faut connaître, il faut avoir des automatismes avec certains joueurs, il faut connaître, lui, il va plus décrocher, lui, enfin, faut vraiment connaître l'équipe et il faut jouer beaucoup. C'est pas, ça vient pas en 2 secondes, cette discipline et et ce unofélisme de Simeone qui était si caractéristique de ces dernières années. Donc toi tu me disais, Savic il est un peu moyen, Godin il est plus autant bien qu'avant, en tout cas sur ce début de saison, mais la saison passée il y a eu des étapes moins bien aussi. Et puis il y a des joueurs qui arrivent un peu comme ça, comme Montero, ils sont pas encore prêts à assumer ce rôle si caractéristique dans la défense de Simeone. Alors Montero, c'est dur de le juger sur le peu qu'il a joué. Après, c'est pas un joueur. Enfin, de ce qu'on a vu, c'est un joueur qui avait pas encore l'air très sûr dans la sortie de balle, surtout c'était contre Dortmund là, au Metropolitano. Il glisse 2 fois. C'est une entrée un peu chaotique, mais bon, il tient la baraque, disons. Mais c'est pas un défenseur qui a apporté un grand sentiment de sécurité, disons. Après, il y a toujours enfin, comme pour le milieu où on parlait des différentes possibilités, Rodri Saúl, Rodri Thomas, Rodri Coquet, etc. Il y a aussi cette question pour la défense centrale Atlético, qui on met? Est-ce qu'on met Godin, enfin t'en parleras un peu plus après, Godin Hernandez, Godin Jiménez, Godin Savic? Savic, personnellement, c'est un joueur qui m'a jamais vraiment convaincu, et encore moins cette saison. C'est un peu la roue de secours, quoi. Ouais. Ça, beaucoup de limites, ouais. C'est le défenseur central bon pour être remplaçant, mais qui va pas être titulaire. L'utilisation du ballon est pas incroyable, et puis qui, sans ballon, a pas la même rigueur que Godin, par exemple. Exactement. Il a des qualités, hein. Il est pas là pour rien, mais voilà. Et après, il y a Hernandez. Est-ce qu'on le met à gauche? Est-ce qu'on le met au centre? Personnellement, je le préfère au centre, parce que enlever Felipe Luis, enfin, déjà, c'est bien qu'il y ait une concurrence pour Felipe Luis, qui est ce poste de latéral gauche qui sont un peu en concurrence. Mais Hernandez, si on garde Godin en défense centrale, Hernandez il compense la lenteur de Godin, je pense, parce qu'il va beaucoup plus vite, et il va beaucoup plus vite et il va couvrir un peu plus le dos de Godin. Je pense que s'il y a des passes un peu dans son dos, je pense que Hernandez peut beaucoup plus couper qu'un Jiménez. Il y a quelque chose qui est un peu collatéral au fait que cet Atlético Madrid soit en train de changer offensivement, c'est que quand il est dans sa propre surface, sa capacité pour transiter offensivement, pour jouer les contre-attaques, elle est moins importante qu'avant. On a une équipe qui transite bien, mais à partir des vols de ballon, des récupérations au milieu de terrain ou encore adverse. C'est plus tant que ça dans son propre terrain à elle. Et du coup, quand vous avez moins cette assurance qu'en transition offensive, vous allez être exceptionnel, le fait de défendre dans sa propre surface, ça vous enlève une arme, ça fait que c'est moins facile qu'avant. Ça, c'est une lecture aussi que j'ai, c'est que le football est un tout, tout est lié, et que la partie offensive, ce déficit offensif en contre-attaque, l'handicap un peu l'Atlético à l'heure de défendre dans sa propre surface, parce que ça va lui compliquer la vie, parce qu'il va s'éloigner encore plus du but. Et c'est quelque chose qu'on a vu par exemple en Liga cette saison, où les équipes elles perdent contre l'Atlético, mais elles savent que tant que l'Atlético continue à attaquer avec elles, tant qu'elles continuent à lui céder le ballon, elles vont avoir des possibilités derrière. C'est quelque chose aussi qui est lié à ce dont on voulait parler les deux, c'est Diego Godin. Diego Godin dans sa surface, peut-être le meilleur défenseur du monde avec Chiellini. Loin de sa surface, son déficit de lenteur fait que vous allez pouvoir l'attaquer dans son dos, et c'est un petit peu un frein à ce changement ou à cette mue dans le jeu de l'Atlético, parce que défendre son dos, c'est quelque chose d'assez indispensable quand vous attaquez un camp adverse, et Godin il est lent pour ça, il est lent. Oui, c'est un peu notre grand-père qu'on n'a pas envie de jeter, pas envie de lâcher, on n'a pas envie, peut-être plus autant indispensable avant dans certaines
situation de jeu. C'est ça. Enfin, moi, je pense personnellement que pour cette saison, peut-être celle d'après, ça va aller, mais je pense que la défense de l'Atlético du futur doit être Jiménez, Lucas Hernandez. Des joueurs très très rapides en plus. C'est ça, c'est exactement ça. C'est que si on veut aller vers cette transition, enfin, si on veut aller vers une attaque positionnelle, on a besoin quand même qu'il y ait des défenseurs. On va pas les comparer à Bartra, mais parce que Bartra est un des meilleurs dans ce style de jouer loin de son but, de participer, d'être un joueur de plus dans la construction. Parce que des fois, enfin, en tout cas dans le foot, il y a plusieurs décennies, les défenseurs étaient vraiment oubliés un peu dans la construction. Maintenant, les défenseurs modernes doivent savoir jouer au foot, doivent participer à la construction. Donc Godin, c'est déjà, il y a ce que tu parles, il y a la lenteur, mais il y a aussi il y a aussi l'espace dans son dos qui gère assez mal. Mais aussi, est-ce que dans la construction, est-ce que ça peut être un appui de plus intéressant? Je suis pas convaincu. Pas vraiment. En tout cas, pas de ce qu'on a vu dans sa carrière jusque-là. Puis on sait que plus l'âge passe pour les joueurs, plus c'est difficile d'incorporer des nouveaux concepts. Et puis, on va arriver à notre conclusion. Parce que jusque-là, vous pouvez vous demander, mais alors qu'est-ce que cet Atlético va faire si il n'a plus les joueurs pour contre-attaquer comme avant, s'il n'a pas non plus les joueurs pour développer du jeu intérieur, pour développer une attaque positionnelle en camp adverse? L'Atlético reste compétitif. Est-ce que ça n'invalide pas nos dires? On va traiter de ce dernier thème en conclusion. Malgré ses difficultés, malgré son début de saison mauvais, l'Atlético il est toujours au contact, il peut revenir très très proche du Barça ce week-end. Et puis l'Atlético reste compétitif. Alors l'objectif, c'est de gagner la Ligue des Champions. Pour ça, il va falloir développer une meilleure attaque positionnelle notamment. Mais est-ce que cet Atlético Madrid-là, dont on sait qu'il ne deviendra jamais le Barça parce qu'il n'a pas les joueurs pour et c'est pas dans sa mentalité, est-ce que cet Atlético Madrid-là, il peut avoir une sorte de forme hybride qui pourrait l'aider plus? Par là, j'entends défense de surface à certains instants, parce qu'il a encore des grandes capacités là-dedans, comme contre Dortmund. Capacité à subir sans le ballon en bloc médian, on va dire. Ça aussi, il est très bon. Et puis, l'impressing de tous les instants, ça a très très bien été fait cette saison, notamment dans des grands matchs. À partir de là, à partir de cette approche défensive, l'Atlético Madrid, il va récupérer des ballons, camp adverse, il va récupérer des ballons dans les premiers mètres de son camp, et puis il est très très bon pour partir en transition de ce côté-là, pas forcément en contre-attaque, mais en transition, enfin en contre-attaque sur 100 mètres, mais sur 60 mètres, il reste excellent dans ça. Est-ce qu'il faut peut-être pas se pencher sur cet Atlético Madrid-là? Alors, je pense que comme tu dis, cette forme hybride, c'est une très bonne alternative, et je pense même que, je m'avance un peu, mais c'est vers quoi Simeone essaye de se diriger. Parce que Simeone, en début de saison, les médias l'ont un peu harcelé en lui disant t'as Griezmann, t'as Rodri, t'as des joueurs qui peuvent... En gros, il y a une espèce de dictature du beau jeu en Espagne, on va pas se le cacher, le jeu positionnel, surtout dans les médias, mais aussi un peu dans la mentalité des gens, qui va essayer de forcer l'Atlético, maintenant qu'il y a les joueurs pour, à développer une attaque positionnelle et s'orienter vers le Barça. Pas du tout en égalant le Barça, parce que c'est impossible. Comme tu as dit, ils n'ont pas les joueurs pour, mais s'orienter vers ce style de jeu. On doit progresser en attaque positionnelle, parce qu'en Liga, ça va être indispensable. C'est ça. Alors, Simeone répondait toujours que non, il va rester fidèle à ses principes, il va rester toujours fidèle, et en plus, il vient de prolonger. Donc, on va avoir encore du Simeone pour un moment, un moment, que ça plaise ou non à certains. Donc, Simeone, je pense qu'il est pas bête, c'est un grand entraîneur, il sait qu'il doit développer cette attaque positionnelle et qu'il va devoir un peu lâcher de la rigidité en défense. Mais comme tu dis, je pense que lâcher complètement la rigidité en défense, la discipline en défense, cette combativité qu'a de l'Atlético complètement, ça va être impossible parce que c'est un peu dans les gènes de l'Atlético et encore plus, ça a été, disons... C'était magnifié par Simeone. Ouais, exactement, ça a été... Simeone il a fait briller l'Atlético avec ça, alors que c'était déjà un peu dans ses gènes, disons. Donc cet Atlético Madrid, c'est indispensable qu'il progresse en attaque positionnelle. Ça va être surtout le cas en Liga, mais en Ligue des Champions, dans les grands matchs, ou même contre le Barça, on risque d'avoir un Atlético un peu plus versatile. Un peu à l'image de ce que le Real Madrid a fait ces dernières années avec Zidane. On avait une maîtrise de différentes filières de jeu qui, en coupe, en Ligue des Champions particulièrement, a été très très utile. Et puis, ça lui permet de résoudre plus de problèmes qu'avant. Cet Atlético Madrid-là, il devrait pouvoir s'orienter vers ça. En tout cas, c'est la lecture qu'on a. Et puis, c'est ce avec quoi on voulait vous laisser aujourd'hui. Donc, l'après Simeone, on ne sait pas parce que Simeone risque de rester encore un moment à l'Atlético. Mais c'est cette évolution-là, en tout cas, qui pourrait être la plus prégnante, on va dire. Et c'est vraiment l'idéal, quoi, pour un entraîneur, d'avoir plusieurs
une équipe hybride, c'est vraiment le truc rêvé, quoi. Avoir une défense qui arrive à être solide, mais en même temps une équipe qui arrive à développer un jeu positionnel qui peut être dangereuse avec ça, ça serait vraiment l'idéal, mais c'est pas facile du tout. Et je pense que faut laisser un peu de temps. Après, le problème du haut niveau, c'est que le temps, tu l'as pas forcément. Il y a l'exigence des supporters, l'exigence des médias. Donc voilà. Mais si l'Atlético arrive à rester au contact en Liga, à qualifier en Ligue des Champions, ça va lui permettre de gagner 2-3 mois. Et puis en mars, on verra. C'est comme toutes les grandes équipes, en mars, ça éclot. Et puis on se rend compte vraiment ce qu'elles valent. Et l'Atlético n'est pas mort, même si il fait un plus ou moins un mauvais début de saison. Ils sont quand même deuxième. Ils sont encore très en vie en Champions League. Donc je pense que l'Atlético n'est pas mort du tout et que les alarmes, elles sonnent un peu parce que l'impression visuelle n'est vraiment pas bonne, mais l'Atlético reste compétitif. Est-ce que tu as envie d'ajouter un dernier mot, une conclusion, quelque chose pour saluer tout le monde et puis dire alors déjà merci à ceux qui ont suivi le podcast jusqu'au bout. Et pour tous les supporters de l'Atlético, s'ils ont envie de rajouter quelque chose, que ce soit en commentaire ou par message privé, c'est toujours la discussion qui enrichit le football. Ouais. Il y a d'autres papiers qui vont sortir dans la semaine à propos de ce match-là. Vous pouvez nous suivre sur Twitter aussi, Pablo Sanchez @PabloSanch19 et Elias Baïf @Elias-B09. Fourrière Liga, j'imagine que vous commencez à connaître le compte. On refera sûrement d'autres podcasts de ce genre. D'ici là, portez-vous bien, bonne fin de semaine. Merci pour votre attention. L'attention est bien précieuse, on le sait. Et à très bientôt.